Bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre du cours de physique quantique. Aujourd'hui, nous allons développer la théorie de la physique quantique et nous introduirons les deux premiers postulats. L'objectif est d'élaborer une théorie qui puisse nous permettre d'expliquer les résultats expérimentaux présentés au premier chapitre. Comme nous l'avons vu, la physique classique ne permet pas d'expliquer les observations liées à ces expériences, d'où la nécessité de créer une nouvelle théorie. En physique, créer une théorie veut dire établir un ensemble de lois qui puissent tenir compte des observations expérimentales et surtout qui puissent prévoir les résultats d'un processus de mesure. Idéalement, la création d'une nouvelle théorie doit suivre les étapes suivantes. D'abord, il faut pouvoir donner une représentation mathématique de l'état d'un système à chaque instant de temps t. Il faut ensuite savoir comment l'état du système évolue dans le temps, en connaissant bien sûr l'état initial. En outre mot, il faut connaître la loi d'évolution dans le temps de l'état du système. Puis, en connaissant l'état du système, il faut avoir des expressions mathématiques qui nous permettent de prévoir les résultats de la mesure d'une grandeur physique. Et enfin, il faut connaître l'état du système après la mesure. Prenons par exemple la dynamique d'un système en mécanique classique. Dans ce cas, les quatre étapes sont: l'état d'un système est entièrement déterminé par la connaissance de sa position x et son impulsion p à chaque instant de temps t. Ce sont ces deux fonctions qui nous permettent donc de représenter mathématiquement l'état du système à chaque instant de temps t, comme nous l'avons vu au chapitre précédent dans le cadre du formalisme de Hamilton. En ce qui concerne l'évolution temporelle, en mécanique classique, l'équation de Newton, les équations de Lagrange ou bien les équations de Hamilton permettent de connaître l'état du système à tout instant t si l'on connaît la position et l'impulsion à l'instant initial. En ce qui concerne la troisième étape, comme nous l'avons vu au chapitre précédent sur la mécanique analytique, en mécanique classique, toute grandeur physique peut s'exprimer en fonction de la position x et de l'impulsion p. Donc, nous pouvons prévoir les résultats d'une mesure à un instant donné si on connaît les fonctions x et p à cet instant. Et pour finir, on sait que dans le cadre de la physique classique, la mesure ne perturbe pas le système. Cela veut dire que le système reste dans le même état après la mesure. Nous verrons en effet qu'en physique quantique, cela n'est pas le cas. En physique quantique, nous allons suivre les mêmes étapes en introduisant trois postulats qui nous permettront de nous focaliser sur des concepts clés pour chaque étape. Ces trois postulats seront le point de départ pour la construction de cette nouvelle théorie. Nous allons maintenant introduire le premier postulat. Afin d'introduire le premier postulat, nous allons regarder le cas des expériences des fentes de Young, bien connues en optique ondulatoire et que nous avons déjà vues au premier chapitre. Comme nous l'avons vu, les interférences dans l'expérience des fentes de Young peuvent être expliquées par une description ondulatoire de la lumière. L'intensité I sur l'écran est donnée par le module au carré du champ électrique total EC. Ce champ est égal à la somme des champs E1 et E2 associés respectivement à la lumière sortante de la première et deuxième fente. Une description ondulatoire est donc tout à fait appropriée pour expliquer ce phénomène. Nous avons vu que les mêmes franges d'interférence apparaissent aussi si l'on reproduit la même expérience photon par photon ou encore en utilisant des électrons à la place des photons. Je rappelle ici à nouveau les résultats. On envoie les particules une par une vers l'écran à travers les fentes. L'écran nous permet de mesurer le point d'impact de la particule, dans ce cas l'électron, dans le plan orthogonal à la direction de propagation de l'électron. Le point d'impact de l'électron sur l'écran semble aléatoire. Par contre, au fur et à mesure que l'on augmente le nombre d'électrons envoyés à travers les fentes, on voit clairement les franges d'interférence apparaître sur l'écran. Étant donné qu'ici, on envoie un électron à la fois, les franges d'interférence ne peuvent pas être le résultat d'une quelconque interaction entre deux ou plusieurs électrons. Il s'agit d'un événement à une seule particule. Cette observation nous suggère que nous pouvons interpréter les franges d'interférence comme une distribution de probabilité de présence de l'électron dans l'espace. Cela voudrait donc dire que l'état de l'électron doit être caractérisé par une fonction de type ondulatoire. L'ensemble de ces remarques nous amène au premier postulat, qui dit qu'à tout instant de temps t, l'état d'un système est complètement déterminé par la fonction d'onde possible R et t, qui est une fonction dont les valeurs appartiennent au corps des nombres complexes.
En effet, la physique quantique nécessite les nombres complexes. Cette fonction d'onde est interprétée comme une amplitude de probabilité de présence, c'est-à-dire que la probabilité d'épée de R et T que la particule se trouve dans un volume D3R autour du point R est donnée par le module carré de la fonction d'onde fois D3R. Donc, le module carré de la fonction d'onde nous donne la densité de probabilité spatiale. Ce postulat nous aide à visualiser l'état d'une particule à l'aide d'une fonction mathématique. Sur la base de ce postulat, nous pouvons donc mieux comprendre l'expérience des fentes de Young en un seul électron. La seule façon d'avoir des interférences, à condition que les fentes soient ouvertes, bien sûr, c'est que la fonction d'onde sur l'écran soit la somme des deux fonctions d'onde ψ1 et ψ2. Dans ce cas, l'onde ψ de RC et T associée à la particule peut effectivement rendre compte de l'expérience des interférences des fentes de Young. Il s'agit d'ailleurs d'un concept général connu sous le nom de principe de superposition qui stipule que toute fonction d'onde possible peut être vue comme une combinaison linéaire d'autres fonctions d'onde possibles. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir en détail le principe de superposition.